si toi aussi tu penses que les féministes veulent génocider les hommes en instaurant une dictature lesbienne, si toi aussi tu t'inquiètes de la présence toujours plus forte des athlètes transgenres dans le domaine sportif, et si toi aussi tu constates que nos productions culturelles sont salies par l'inclusivité wokiste, tu es sans doute atteint de ce qu'on appelle une crise de la masculinité. Tes couilles vont tomber, c'est grave. Pour remédier à ça, je propose des formations en ligne où je partage mon expérience. J'ai mis au point un protocole permettant de freiner, voire de stopper, la chute des couilles. Clique sur le lien en description. Les hommes sont en crise. Cette petite musique, ça fait des années qu'on l'entend. De Zemmour en passant par Thibaut InShape, tout le monde s'inquiète d'une supposée crise existentielle que traverseraient les hommes et la société. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Et bien sûr qu'aussi, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. Je pense qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. C'est pas un hasard si la nature a choisi ce mode de reproduction. Je pense pas que, selon le mot célèbre de Simone de Beauvoir, on devient femme. Moi je pense qu'on devient femme parce qu'on est né femme. Thibaut InShape est dans une polémique à cause de cette vidéo qu'il a fait sur les genres, et sauf que à cause de ça, tout le monde le traite de transphobe. Thibaut InShape est dans une polémique et est accusé d'être transphobe à cause de cette vidéo. On a Elon Musk, un des plus gros milliardaires du monde, qui vient de faire un salut nazi. Un salut romain. Excusez-moi, j'ai encore du mal à faire la différence. Ce même milliardaire qui a renié son propre enfant parce que trans. Elle est la fille de l'homme le plus riche du monde et a annoncé vouloir quitter les États-Unis après la victoire de Donald Trump. Elle est l'une des 12 enfants d'Elon Musk, née dans un corps de garçon en 2004 avec son frère jumeau Griffin. Elle annonce sa transition en 2022, souhaitant ne plus être liée à son père de quelque manière que ce soit. Leurs relations sont en effet compliquées car le milliardaire n'accepte pas la transition de sa fille. Elle décide d'ailleurs de couper les ponts avec lui. My son Xavier is dead. Killed by the woke mind virus. Non, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On a la première puissance économique mondiale, avec Trump, qui vient d'interdire l'accès des personnes transgenres à la compétition sportive et à l'armée, tout en réaffirmant le caractère genré de la société. Donald Trump persiste et signe, en l'état, un nouveau décret qui ouvre la voie au bannissement des personnes transgenres de l'armée américaine. Pour être sûr de disposer de la force de combat la plus létale au monde, nous éliminerons l'idéologie transgenre de notre armée. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. On a Javier Milei, le président argentin, qui dit que le wokisme est un cancer pour l'humanité. Es una variante del socialismo que además lleva a más socialismo. Digo, ¿quieren empobrecerse? Vayan por los woks, les van a ser más pobres. No, lo veo como un cáncer. Bon, sachant que le wokisme, on va pas se mentir, c'est juste un paravent pour diaboliser les luttes féministes, antiracistes et anticapitalistes. Ce que je dis là est tellement vrai que l'Action française vient de nous pondre un tract anti-woke, où tous les combats dont je viens de parler sont ciblés. Ça, c'est le symbole de la lutte antiraciste, ça, c'est le drapeau des luttes LGBT, et ça, vous connaissez, la faucille et le marteau, c'est le communisme. On a la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui s'affirme comme femme catholique et fière de l'être. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Puis on a même Emmanuel Macron qui reproche à la gauche de vouloir autoriser le changement de sexe en mairie. Et de l'autre côté, à l'extrême gauche, il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple échanger de sexe en mairie. Bon. Bref, ça pue bien la merde. J'ai pas l'impression que le genre masculin soit perdant dans cette histoire, bien au contraire. On a littéralement les dirigeants des plus grandes puissances du monde qui réaffirment, dans leurs discours et dans leurs lois, la division de la société en deux groupes bien distincts, les hommes et les femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin de Francis Dupuy-Derry. La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. C'est un bouquin qui interroge les enjeux autour du discours sur la crise de la masculinité. Depuis quand peut-on observer ce discours dans l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il y a vraiment une crise de la masculinité? Qu'est-ce qui se cache derrière ce discours? Le discours de la crise de la masculinité, c'est devenu un lieu commun, qu'on retrouve chez des personnalités publiques et politiques, de droite, d'extrême droite, même parfois à gauche. Les hommes traverseraient, soi-disant, une crise existentielle profonde. C'est quoi les symptômes de cette crise? On nous parle d'échecs scolaires chez les hommes, de chômage, de taux de suicide, de misère sexuelle. Bon, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on a affaire à une véritable crise de la masculinité? Ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un discours sur la crise de la masculinité? Ça paraît subtil, mais la nuance, elle est importante. Si c'est juste un discours et qu'il n'y a pas de crise,
Ça veut dire que le discours de crise n'est pas là pour alerter sur une situation réelle. Il y a autre chose. Pour comprendre ça, Dupuy-Derry, il nous fait faire un petit détour historique. Qu'est-ce qu'on constate? Concentrez-vous, c'est important. On constate que le discours sur la crise supposée de la masculinité, c'est au moins aussi vieux que l'Antiquité. La société romaine, par exemple, elle était incontestablement patriarcale. Ça n'a pas empêché la diffusion à l'époque de discours sur la crise de la masculinité. Pareil au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est long. Toutes les périodes se valent pas, mais c'est dans les périodes où les femmes sont le plus dominées qu'émerge un discours sur une prétendue crise de la masculinité. C'est la période de la fameuse chasse aux sorcières. Dans le contexte révolutionnaire français fin 18e, on observe aussi des discours de crise. Pareil, lors de la Commune de Paris, en 1871. Si on prend une figure révolutionnaire comme Louise Michel, il subit déjà à l'époque des discours antiféministes. Il y a d'ailleurs, dès 1900, toute une littérature antiféministe en France. On peut aussi observer après la Première Guerre mondiale que la baisse de la natalité inquiète les hommes. Ce qui aura pour conséquence de faire des féministes une cible. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre antiféminisme et crise de la masculinité? On va en parler juste après. Du côté des États-Unis, on peut voir qu'il y a toute une mythologie viriliste qui va accompagner la conquête de l'Ouest. Quelques décennies plus tard, après l'abolition de l'esclavage, il y a des grosses vagues de lynchage dans le pays. Ces vagues de lynchage, elles vont s'accompagner d'un discours de crise de la masculinité blanche pour justifier les agressions sur les Noirs en mode « la virilité de l'homme noir qui viole nos femmes, c'est un danger pour la domination de l'homme blanc ». C'est vraiment les discours typiques de l'époque. Même mécanique avec la lutte des femmes pour le droit de vote. Les antisuffragistes, c'est-à-dire les hommes qui étaient contre le droit de vote des femmes, ils agitent la crise de la masculinité pour combattre les femmes qui défendent le droit de vote. Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces situations historiques? Le discours de crise émerge toujours dans des contextes où l'ordre patriarcal est puissant. Même la période de la Révolution française, c'est une période de grands bouleversements, ok. La bourgeoisie prend le pouvoir politique en plus du pouvoir économique, mais à aucun moment, les femmes ont voix au chapitre. Ce que je dis est tellement vrai que même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 va être pensée pour et par les hommes. Les femmes, elles n'ont pas accès à la citoyenneté. Olympe de Gouges, une des premières féministes de l'histoire, elle propose en 1791 une contre-déclaration pour y inclure les femmes. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Qu'est-ce qui lui arrive à Olympe de Gouges, à votre avis? Quick! Elle est guillotinée en 1793. Bref, rien de surprenant, il n'y a jamais eu de crise de la masculinité. Toutes les sociétés occidentales depuis au moins l'Antiquité, elles sont patriarcales. La crise de la masculinité, c'est avant tout un discours. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'ordre patriarcal? Est-ce que ce machin existe encore? On entend ici et là que le combat féministe, ça avait du sens avant. Qu'il y avait des vrais combats à mener, genre le droit de vote, l'accès au marché du travail, avoir son propre compte en banque. Mais à en croire certains, tout ça c'est du passé. Les féministes d'aujourd'hui, elles se battent pour des choses anecdotiques. Leur combat, c'est devenu un caprice. Bon, spoiler, le patriarcat, ça existe toujours. Faut vraiment avoir du caca dans les yeux pour pas voir cette réalité. On est en turbo 2025, les frérots. Et les hommes gouvernent toujours le monde. Oui, oui. Les hommes sont toujours à la tête des multinationales, des médias, des institutions militaires, des gouvernements. Bref, ils détiennent incontestablement le pouvoir économique et politique. Puis, il y a les choses du quotidien. Les petites choses auxquelles personne fait attention, mais qui attestent de ce pouvoir des hommes sur les femmes. Passé 22 heures par exemple, les femmes comme les hommes ont peur de sortir dans la rue. Bon, c'est plus les femmes, mais c'est à cause des hommes violents, c'est pas les femmes qui sont violentes. Si on prend un autre exemple, les tâches domestiques, ça reste quand même globalement une affaire de femmes. Même en turbo 2025, vous pouvez regarder le chiffre de l'INSEE. Les femmes continuent de coucher avec leur mari, même quand elles n'ont pas envie, par devoir conjugal, etc., etc. Des exemples comme ça, je vous en trouve, en veux-tu, en voilà. Bon, revenons à nos moutons. Quel sens ça a d'utiliser le concept de crise si la crise dure depuis toujours? La notion de crise, elle renvoie à des situations exceptionnelles dans l'histoire d'une société. Une crise perpétuelle, c'est pas autre chose qu'un contresens. On fait donc bien face à un discours de crise, et ce discours, il a bien une fonction. Laquelle? Pour éclaircir ce point, on peut se poser une question toute bête. Qui prononce ce discours? Ceux qui ont intérêt à la domination patriarcale ou les autres? La réponse, elle est évidente. C'est surtout les hommes qui vont véhiculer ce discours. C'est eux qui bénéficient de la domination masculine. D'ailleurs, il semblerait que plusieurs études montrent que les discours sur la crise de la masculinité s'amplifient dans les périodes historiques où les femmes s'attaquent au patriarcat, même timidement. C'est assez logique. Quand les dominés prennent conscience de ce qu'ils vivent
et commencent à réclamer des trucs, c'est là que les dominants réaffirment leur position sociale. Le phénomène que je décris là, on le voit bien avec l'anti-wokisme. Tous les trous du cul qui dénoncent le wokisme, ils se sentent menacés dans leur existence sociale par les luttes antiracistes, féministes et anticapitalistes. Il sert à quoi du coup ce discours s'il n'y a pas de crise réelle? Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Le discours sur la crise de la masculinité, ça sert tout simplement à réaffirmer l'ordre social patriarcal, donc la domination des hommes sur les femmes. Et c'est en ça que le discours de crise a un lien avec l'antiféminisme. Plus le féminisme s'affirme et plus les hommes se sentent menacés. Les hommes qui brandissent ce discours de crise, ils le font en convoquant constamment des normes et des valeurs masculines, par opposition au féminin. C'est un discours fondamentalement misogyne, car on considère les femmes comme une menace. On peut même aller jusqu'à parler de suprémacisme mâle pour Dupuy-Derry. Bon, la crise de la masculinité, elle n'existe pas, ça on a compris. Par contre, le discours, il a un impact sur le réel. Pour réaffirmer l'ordre patriarcal, faut mobiliser des groupes sociaux qui ont intérêt à ça. C'est à ça que sert le discours de crise. C'est un outil politique. D'ailleurs, les discours de crise, on les retrouve dans tout un tas de situations où la classe dominante a besoin de faire peur pour réaffirmer sa position. Un exemple tout con. Tout le discours sur la dette publique qu'il faut à tout prix rembourser, c'est pas autre chose qu'un discours de crise permettant de mener des politiques d'austérité contre les intérêts des classes populaires. Le discours de crise, c'est un encouragement à l'intervention et à la réaction. On a besoin de mener des politiques racistes. Discours de crise sur l'immigration avec le concept de grand remplacement. On a besoin de mener des politiques transphobes pour réaffirmer la place des femmes et des hommes. Discours de crise sur l'hégémonie nouvelle des trans à l'école, à la télé, dans le sport. Bref, le discours de crise, c'est bien un outil politique. Dupuy-Derry identifie 3 effets produits par ce discours: la réaffirmation de 2 groupes sociaux distincts dans l'ordre du genre, la spécification des critères d'appartenance, et enfin, un effet mobilisateur pour agir plus que dire. La masculinité, elle a une fonction unificatrice. Tout le spectre du performatif masculin, en dépit de son hétérogénéité et de sa conflictualité, ça vise à asseoir la domination masculine, qu'on le veuille ou non. Le P, comme le macho, ils reproduisent l'ordre patriarcal au quotidien. Alors, quand je parle de mobiliser un groupe social à travers un discours, je pèse mes mots. Il y a vraiment des gens qui passent à l'action derrière. Et c'est justement ce qu'on va étudier maintenant. Vous appréciez ce que vous êtes en train de voir ? Si vous voulez m'aider à développer la chaîne et à produire plus de contenu, n'hésitez pas à faire un don sur mon Tipeee. Vous êtes déjà beaucoup à me soutenir, il y a plus de 400 € qui tombent tous les mois. Merci à vous. Je mets le lien du Tipeee en description et dans l'espace commentaire. Face au féminisme, le masculinisme, c'est un contre-mouvement qui cherche à freiner, voire arrêter, le processus d'émancipation des femmes. C'est un mouvement qui a une dimension clairement internationale. Dupuy-Derry, il s'intéresse à l'émergence des discours masculinistes, notamment dans les milieux progressistes des années 60. Ouais, ça paraît un peu contre-intuitif, mais vous allez comprendre. En fait, avec l'émergence de la lutte féministe dans les années 60-70, il y a des mecs pro-féministes qui commencent à former des groupes en non-mixité, spécifiquement pour les hommes. En France, les premiers groupes, ils se mobilisent à partir des années 70. Il y a des groupes de gays, des groupes pro-féministes, des groupes de parole. On se retrouve pour parler notamment de patriarcat, de sexisme, sauf que ça glisse. Et quand on y réfléchit avec du recul, c'est assez logique. Les conditions, elles étaient réunies pour que ça parte en couille. Organiser des groupes de parole entre dominants, pour libérer la parole, ça n'a pas le même sens politique que de faire ça avec des dominés. Un groupe d'hommes, c'est un espace qui peut vite devenir un lieu où se développe du ressentiment à l'égard des femmes. Même si les intentions initiales, elles étaient bonnes, c'est dans ce genre d'espace que va se développer l'idéologie masculiniste. En 20 ans, on passe d'un discours qui critique la suprématie masculine à un discours qui en fait la promotion. Cette évolution, elle s'inscrit dans un contexte de backlash féministe dans les années 80. Les militants qui portent ces discours, ils sont dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent la théorie féministe et la détournent. Les discours masculinistes, on les retrouve aussi sans grande surprise à l'extrême droite. Ça vient évidemment pas que des milieux progressistes. Dans ces milieux, c'est assez spécifique. Le suprémacisme masculin, il est associé au suprémacisme blanc. Les deux se recoupent. Les suprémacistes blancs, ils affirment que l'égalité des genres, ça représente une menace qui aboutira fatalement au génocide de la race blanche. En fait, faut bien comprendre ce qui se passe dans leur tête. Les mecs pensent qu'à cause du féminisme, les blancs bêtent plus et font plus de gosses. Pourquoi ? Parce qu'une féministe, c'est forcément une lesbienne dans leur tête.
Et un homme pro-féministe, c'est un homme castré, un homme qui assouvit plus son désir. On peut aussi prendre le truc à l'envers. Il y a des militants d'extrême droite qui dénoncent l'hypersexualisation qui découle du féminisme. En libérant les femmes, on libère les corps, la sexualité. On s'attaque donc à la famille traditionnelle. Dans leur esprit, les quelques féministes encore hétéros, elles utilisent les hommes juste pour leur plaisir sexuel. Il n'est pas question de faire des enfants. Pour peu qu'on rajoute une couche de racisme là-dedans, la féministe de gauche, c'est aussi la meuf qui couche avec des étrangers. Donc, une meuf qui contribue au grand remplacement, en faisant des enfants impurs. Les discours qui visent à stopper le déclin de la race, ils se superposent aux discours qui appellent à stopper le déclin des hommes. Pour justifier la place des femmes et celle des hommes, les milieux d'extrême droite, ils mobilisent tout un argumentaire. Tantôt religieux, tantôt pseudo-scientifique. Les femmes sont comme ci ou comme ça, à cause de leurs hormones ou encore de leur cerveau. Certains masculinistes justifient même la domination des femmes en s'appuyant sur une prétendue organisation sociale préhistorique patriarcale. Soral et Zemmour, ils utilisent cette rhétorique par exemple. L'idée c'est de dire, ça a toujours été comme ça, et il n'y a aucune raison pour que ça change. Mais peu importe la nature des justifications, ce qui compte c'est de définir l'identité masculine toujours de la même manière, pour préserver l'ordre patriarcal. On reproche ensuite aux féministes de ne pas reconnaître la vérité scientifique. Circuler, il n'y a rien à voir. Historiquement, il y a aussi un mouvement qui va vachement alimenter la réaction masculiniste. C'est le mouvement des pères. Alors, de quoi on parle? On parle de groupes de pères divorcés qui se sont formés au cours de l'histoire récente, en revendiquant notamment le droit des pères sur les enfants, et plus d'égalité dans les situations de séparation. Faut bien se rendre compte qu'on parle d'un phénomène assez important aux États-Unis. On compte 1000 groupes de pères en 1985. De manière schématique, il y a deux grosses tendances qui se dégagent dans ces groupes. Les groupes à vocation thérapeutique, où on se soutient mutuellement. Parce que oui, un divorce, même pour un dominant, ça reste souvent une situation délicate à vivre. Puis il y a les groupes à vocation militante, qui sont forcément plus marqués politiquement. Bon, sachant que les deux approches peuvent s'articuler. D'ailleurs, les groupes thérapeutiques, ça n'a pas trop pris en France. C'est pour ça que ça doit pas trop vous parler. Alors, la plupart des hommes qui vont dans ces groupes, ils cherchent juste du conseil, du soutien, de l'aide juridique. Ils font quelques séances, puis ils passent à autre chose. Mais il y a quand même une minorité qui va se radicaliser au contact de ces groupes. Les discours deviennent vite antiféministes, misogynes, on accuse la justice de favoriser les femmes, de détruire les familles. Les groupes de pères divorcés, c'est un véritable terreau pour la pensée masculiniste. Le discours de crise sur la masculinité, il renvoie systématiquement aux mêmes valeurs et rôles à travers l'histoire des sociétés humaines. Sur le fond, ce qui est constamment réaffirmé, c'est la supériorité de l'homme sur la femme. Par contre, on peut observer qu'en fonction des époques, les thèmes qui sont mis en avant, ils varient, ce qui est assez logique. On peut pas parler garde des enfants dans une société où le divorce est impossible d'un point de vue juridique. Dans notre contexte à nous, il y a des thèmes qui reviennent beaucoup. Dupuy-Derry, il termine son bouquin en dressant un paysage de ces thèmes et en les débunkant. Parmi les thèmes qui reviennent, il y a celui de l'école. Les masculinistes, ils défendent l'idée que l'école, c'est pas un lieu adapté pour les garçons, car elle favoriserait un mode d'apprentissage féminin. Alors, si on regarde du côté des stats, qu'est-ce qu'on voit? Les études sur la période du XXe siècle, elles montrent effectivement qu'il y a une supériorité scolaire des filles sur les garçons, et cette supériorité, elle est plutôt stable. Mais là où les masculins accusent tout et n'importe quoi, il y a des facteurs beaucoup plus évidents pour expliquer le phénomène. Déjà, faut regarder du côté de l'appartenance de classe et de race. Alors, petite précision ici. Quand je parle de race, c'est toujours la race perçue, donc sociale. Ça n'a aucune valeur biologique. C'est la race qui découle de notre histoire coloniale. Mais bref, la race et la classe, c'est des facteurs hyper déterminants dans la réussite scolaire. Les milieux populaires, ils sont significativement plus en échec scolaire. C'est assez logique. Encore plus quand ils sont pas blancs. Bon, passé ces facteurs, il y a encore des écarts qui subsistent. Et là, ça s'explique tout simplement par la manière avec laquelle on socialise les gosses, en fonction du genre. La question du genre, elle s'arrête pas aux portes de l'école. L'école, c'est pas un espace neutre. Que ce soit les enseignants ou les élèves, tout le monde reconduit les normes de genre à chaque niveau. Il y a apparemment des études qui montrent que c'est quand les jeunes s'identifient le plus aux normes de genre qu'ils décrochent. Dit autrement, pour être bon à l'école, faut s'affranchir des stéréotypes de genre. La masculinité traditionnelle, qui pousse les garçons des classes populaires à être dans l'action, à se bagarrer tout le temps, à moquer l'intello de la classe,
bah ça a forcément un impact négatif sur la scolarité. Bref, c'est clairement pas à cause du féminisme que les garçons foirent à l'école. Bon, ensuite, l'autre gros sujet, c'est le suicide. Le suicide des hommes est souvent présenté comme un symptôme de crise de la masculinité. Il y a des masculinistes qui vont jusqu'à instrumentaliser ces morts comme des victimes du féminisme pour pousser leur propagande antiféministe. Les divorces provoqueraient, accrochez-vous, jusqu'à 75% des suicides chez les hommes. Cette manipulation des chiffres, elle permet de semer la confusion et de faire croire qu'il y a autant de féminicides que de morts chez les hommes. Ça permet donc de relativiser la violence des hommes sur les femmes. Comment expliquer que bien avant le féminisme, dans les années 50, le taux de suicide chez les hommes était déjà 3 fois plus élevé? Comment expliquer aussi que dans des pays antiféministes avérés, donc le paradis sur Terre pour les masculins, bah le taux de suicide est jusqu'à 4 fois plus élevé? Là encore, c'est des facteurs sociaux qui expliquent le suicide chez les hommes. Aux États-Unis, les États les plus pauvres ont un taux de suicide plus élevé. Au Canada, les autochtones se suicident plus. On peut aussi prendre le cas des homosexuels, des trans. Bah ils ont un taux de suicide plus élevé, à cause des discriminations qu'ils subissent. Bref, c'est pas le féminisme qui pousse les hommes au suicide. Comme dans le cas de la scolarité des garçons, ce qui pose problème, c'est le patriarcat. L'identité masculine traditionnelle, elle fait partie du problème. Dans une société patriarcale où l'homme doit incarner une figure forte, il n'y a pas de place pour l'échec. Pas de place pour la peur, la fragilité, la sensibilité, les affects. Dans une telle société, les hommes ils peuvent pas communiquer quand ils souffrent. Du coup, la seule solution qui reste, bah, c'est le suicide. L'ironie ici, c'est que là où les masculinistes prétendent défendre les intérêts des hommes, bah en fait, ils les desservent. Ils alimentent la machine à suicide, en alimentant un ordre social patriarcal qui rend malheureux la plupart des hommes. Ceux qui défendent vraiment les intérêts des hommes, c'est qui? Bah, les féministes. La plupart des féministes, elles se battent pour libérer l'humanité des rôles de genre. Libérer les femmes de la domination des hommes, c'est aussi libérer les hommes d'une masculinité écrasante qui nous empêche de vivre comme on l'entend. Le dernier gros sujet qui va servir de thème pour alimenter l'idée d'une crise de la masculinité, on en a déjà parlé, c'est celui des pères divorcés. Le féminisme et la justice briseraient soi-disant les familles et les pères en menant des politiques en faveur des mères. La réalité derrière ces discours, c'est que 80% des divorces en France se font à l'amiable. Quand les juges interviennent, la famille, elle est déjà brisée. Dans la majorité des cas, les pères sont d'accord pour déléguer la garde des enfants, puis ça les arrange bien. Le travail domestique, notamment l'éducation des enfants, ça a toujours été une affaire de femmes. Il faut bien comprendre une chose. Dans une société misogyne, si les juges accordent plus la garde des enfants aux mères, c'est pas par féminisme, mais par conservatisme. La monoparentalité, ça a jamais été une revendication féministe. Quand on y regarde de plus près, les darons, ils veulent pas réellement partager la garde des gosses. Ce qu'ils veulent, c'est surtout contrôler, avoir du pouvoir, garder une emprise. Bref, la propagande masculiniste qui parle de crise de la masculinité, en convoquant les symptômes dont on vient de parler, elle propose toujours la même solution. Régler les problèmes en réaffirmant la place des hommes. Solution complètement absurde qui fait qu'alimenter les problèmes qu'on prétend combattre. La vérité, c'est que tout ça, c'est politique. Les masculinistes, qui prétendent lutter contre les souffrances des hommes, ils veulent juste poursuivre leur agenda politique, continuer à jouir de leurs privilèges d'hommes, accumuler du capital symbolique et économique, pour ceux qui en font un business, et basta. Si vous écoutez ces charlatans, vous continuerez d'être malheureux les frérots. La conclusion de tout ça, c'est que pour reprendre les mots de Dupuy-Derry, les hommes ne sont pas en crise, ils font des crises. Ils font des crises quand les femmes refusent le rôle qui leur est assigné. Le problème, c'est pas que la masculinité soit en crise. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été en crise. Bon, je vais tenter de formuler brièvement une critique de ce bouquin, puis je vous laisse, promis. Pour moi, il y a 2 points à aborder. Déjà, Dupuy-Derry, il se mouille pas théoriquement. Qu'importe les approches théoriques féministes, il les expose sans jamais trancher. Alors, ok, c'est un mec, il occupe une position particulière. On pourrait se dire que les mecs prennent déjà assez de place. Donc, leur avis sur la théorie féministe, on s'en cogne. Mais faire ça, c'est tomber dans ce qu'on appelle une logique concerniste. Le concernisme, c'est une approche, attention, je vais sortir un mot qui fait peur, c'est une approche épistémologique particulière. Ça veut dire quoi ? L'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui réfléchit sur la production des savoirs, de la science, de la connaissance. Genre, est-ce que le monde est connaissable déjà ? Quelle approche faut-il privilégier pour élaborer une connaissance scientifique sur le monde ?
L'approche empirique, où on passe du particulier au général, l'approche rationaliste, où on passe de l'abstrait au concret, la combinaison des deux. Ces questions, elles sont aussi vieilles que la philosophie, ça fait des milliers d'années qu'on se casse la tête là-dessus. Mais bref, le concernisme, c'est une manière d'élaborer du savoir scientifique, défendu par certains groupes militants, et qui consiste à dire en très gros que pour élaborer par exemple une théorie féministe, c'est les meufs qui doivent s'en occuper. Pourquoi ? Parce qu'elles occupent une certaine position dans la société, du fait d'avoir un vécu de femme, une position de concernée. Cette logique, on peut l'étirer dans tous les domaines de recherche. L'antiracisme théorique devrait être porté par les non-blancs, par exemple, et la théorie trans par les trans, etc., etc. Vous avez compris la logique. Mais ça, c'est avant tout une déformation, une mauvaise application de l'épistémologie intersectionnelle. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années, allez voir. Bon, ça a mal vieilli sur la forme, vous me pardonnerez, mais elle était pas trop mal cette vidéo. L'épistémologie intersectionnelle, c'est intéressant. Pourquoi ? Car ça permet de dépasser ces débats à la con. Genre, évidemment, que la vie de quelqu'un qui n'est pas concerné par une oppression, ça a ses limites. Faut donc prendre en compte prioritairement la vie des concernés. Mais ça n'empêche pas de construire collectivement de l'analyse, en multipliant les points de vue entre concernés et non concernés. Bon, et je parle d'intersectionnalité car Dupuy-Derry vient d'un pays où cette approche a beaucoup de succès. Je fais donc un rappel, mais dans le contexte français, c'est différent. L'intersectionnalité en tant qu'outil épistémologique, ça a du mal à s'implanter. Pourquoi ? Tout simplement car nous, on a le marxisme. On a encore un lourd héritage très vivant. Pour les quelques intellectuels marxistes contemporains qui font l'effort d'actualiser cette grille de lecture, en intégrant la question de la race sociale et celle du genre, désolé, je vais flex un peu, mais on roule sur tout le monde en termes d'analyse. Bref, tout ça pour dire que ce soit du point de vue intersectionnel ou marxiste, que ce soit dans le contexte québécois ou français, ça a aucun sens de tomber dans le concernisme. Par contre, il faut être vigilant. Il faut que la parole des concernés reste centrale. Il faut aussi empêcher les non-concernés de profiter de ces savoirs pour reconduire une domination. Typiquement, le mec qui maîtrise la théorie féministe, au point de prendre la place des femmes dans le game politique, on valide pas ça. Dans un contexte de crise, donc de montée du fascisme, faut trancher théoriquement. Car trancher théoriquement, c'est trancher pratiquement. La théorie politique, elle a du sens que d'un point de vue pratique. Francis Dupuy-Derry, il a beaucoup de mérite. Sinon, je n'en parlerai pas sur cette chaîne. Mais il fait chier à pas se mouiller. L'autre critique que je ferai, c'est sur l'amalgame que fait Dupuy-Derry entre crise de la masculinité et crise du patriarcat. Pour lui, il est hors de question de concevoir la possibilité d'une crise de la masculinité à cause de l'existence du patriarcat. Alors le patriarcat, il est peut-être aussi vieux que l'humanité et a jamais été mis en danger, ça c'est une chose. Par contre, la masculinité, c'est une problématique différente, même si c'est lié. Déjà, il n'y a pas une masculinité, mais des masculinités au pluriel. En fonction de notre appartenance de classe, de race, on ne fait pas la même expérience de la masculinité. Toutes les formes de masculinité, elles alimentent et pérennisent l'ordre social patriarcal. Le patriarcat, en deux mots, on peut définir ça comme la domination à la fois politique, économique, sociale, symbolique des hommes sur les femmes. Par contre, faut bien saisir une subtilité. Au sein de cette domination masculine, il y a des masculinités dominantes, mais il y a aussi des masculinités marginales ou encore subordonnées. Et c'est là pour moi que Dupuy-Derry fait une erreur. Je suis pas hyper calé sur le sujet de la masculinité, je m'y mets doucement, mais il y a un truc qui me saute aux yeux, un problème de raisonnement. Quand un individu issu des couches dominées de la société est empêché, pour des raisons économiques par exemple, de performer sa masculinité, il peut faire l'expérience d'une crise identitaire et existentielle. Et ce qui cause cette crise, c'est en partie lié à la question de la masculinité. Alors qu'on se comprenne bien, un homme issu des classes populaires qui subit le chômage, il peut mal vivre sa masculinité du fait de ne pas pouvoir la performer comme la société le voudrait. Par contre, ça n'empêche pas, dans le cadre conjugal strict, de continuer à dominer sa femme. Un homme au chômage, ça reste un homme. Donc, quelqu'un qui profite du travail domestique des mères, des sœurs et des compagnes. Cette crise de la masculinité, elle peut très bien cohabiter avec une domination masculine à l'échelle d'une famille. De la même manière que ça remet aucunement en question l'ordre patriarcal. Les deux phénomènes cohabitent. Alors, prendre le cas d'une minorité d'hommes pour parler crise de la masculinité, c'est prendre le risque d'invisibiliser un phénomène plus global qu'est le patriarcat. Faut faire attention. Bon voilà, ça c'est vraiment la grosse critique que je pourrais faire, mais c'est à prendre avec des pincettes, je suis pas assez calé sur le sujet. Si d'ailleurs il y en a qui veulent apporter des éclaircissements en commentaire, n'hésitez pas. Bon, j'étais en train de monter la vidéo la team, puis je me suis dit qu'il manquait quand même une dernière critique.
En fait, ce qui manque à Dupuy-Derry, c'est une analyse de la totalité. Cette analyse de la totalité, c'est quelque chose qui est très important pour nous, marxistes. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'arrive pas à donner du sens et à articuler tout un tas de réalités sociales. En fait, dans la tête de certains militants, notamment influencés par l'intersectionnalité, il y a plusieurs systèmes d'oppression qui cohabitent, de manière parallèle et autonome. Je vais le formuler autrement. En gros, dans leur tête, il y a d'un côté le racisme, d'un autre côté le patriarcat, d'un autre côté le capitalisme. Tout ça, ça peut évidemment se recouper, mais il y a un refus chez ces militants de subordonner un système à l'autre. Concrètement, pour ces militants, dire que la totalité à laquelle on fait face, c'est le capitalisme, c'est réducteur. Nous, en tant que marxistes, on considère qu'on a bien affaire à une totalité capitaliste, et que c'est même une forme d'organisation sociale qui caractérise notre société depuis au moins 200 ans. Et ça n'empêche pas de penser le racisme et le sexisme. Au contraire, ça donne même plus de profondeur à notre compréhension du monde. Si on prend le cas du racisme, c'est le capitalisme qui invente le racisme. Le racisme, historiquement, ça découle de la nécessité pour les puissances occidentales de se développer économiquement, donc de piller les ressources partout où c'est possible, de faire travailler pour que dalle, etc., etc. On appelle ça la colonisation. Concernant le patriarcat, c'est un modèle d'organisation sociale verticale basé sur le genre, qui précède le capitalisme, ok, mais dans le contexte capitaliste, le patriarcat, il va avoir une utilité pour exploiter les travailleurs encore plus et produire de la merde pour faire du fric. Il y a tout un tas de féministes marxistes qui analysent comment le travail domestique des femmes sert le capitalisme, notamment en permettant la reproduction de la force de travail à moindre coût. Bon, je rentre pas plus dans le détail, mais l'analyse de Dupuy-Derry, elle est assez pauvre de ce point de vue. Les discours de crise de la masculinité, ils accompagnent une réaffirmation du patriarcat. Ça, c'est une chose, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin, vous croyez pas ? Est-ce que ça permet pas aussi de renforcer la domination de classe ? Réfléchissez bien, dans un contexte de crise économique. Bon, sachant que le capitalisme produit de manière structurelle des crises, les crises dans le capitalisme, elles sont cycliques. C'est ce qui permet de relancer la machine constamment. Bref, dans un contexte de crise, le fait de réassigner les femmes en bas de l'échelle sociale, en plus de pouvoir jouir d'une forme de domination symbolique, ça permet aussi de gérer la pénurie. Ça permet de justifier le fait de donner moins à toute une partie de la population. Le masculinisme, il peut aussi être au service de ça. Et ça, Dupuy-Derry, il en parle jamais. Alors, je vais peut-être spéculer un peu, mais encore une fois, je pense que le contexte culturel dans lequel il évolue, ça l'empêche d'aller vers des analyses et des outils qu'on va beaucoup plus retrouver en France. Bon voilà, je vous laisse sur ces quelques mots, j'espère que la vidéo vous a plu.